BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec le Cercle des économistes représenté par son éminent vice-président Christian de Boissieu. Christian de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'éminent aussi Jean-Michel Six, lui, il est chef économiste de Standard & Poor's. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Merci d'être là et puis évidemment l'incontournable Emmanuel Le Chypre qui pour une fois est à l'heure. Bonsoir Emmanuel, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors sérieusement, on va parler de l'Eurogroupe qui est en train de se dérouler au fur et à mesure du reste que je parle. Les dépêches tombent pour dire qu'il y aura peut-être un accord, c'est pas imminent. On attend peut-être un versement. Dieu sait le beau, essaye de calmer un peu les ardeurs. On sent quand même que ça bouge du côté des faucons et de l'Union européenne. On va en dire un mot dans un instant. On va parler de la dette française de plus en plus chère, y compris ce soir, après la publication des différents programmes, notamment le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui commence à faire peur, et Marine Le Pen, qui ce soir, dans un sondage, montre que l'écart se resserre au deuxième tour. Et puis évidemment, voilà, la dépense publique, est-ce qu'il faut faire ou pas? Par qui je commence? Je sais pas, sur l'euro, la grève, Christian de Boissieu? Moi, je pense depuis le début qu'on va vers un accord. D'ailleurs, depuis le début de la crise, fin 2009, début 2010, on a eu un accord. C'est-à-dire que les Allemands ont commencé par dire non, ils ont toujours fini par dire oui. Donc personne n'a intérêt au clash. Alors simplement, il y a un débat sur les termes de l'accord. Et je termine en disant que, au fond, il y a cette question, il y a ce débat entre le Fonds monétaire international, moi qui me paraît d'ailleurs assez réaliste pour une fois, le FMI, en disant la dette publique de la Grèce est 180%, on ne pourra jamais être totalement remboursé, alors que les Allemands s'accrochent à l'idée d'un remboursement. Bon, et donc ce débat, cette querelle entre les Allemands et le Fonds monétaire à propos de la dette, est-ce qu'il faut être pragmatique, réaliste d'un côté ou tenir bon, chacun est dans son rôle, et moi je pense qu'on va vers un accord et que finalement on va peut-être donner encore un peu de temps, un peu plus de temps à la Grèce, qui est une manière au fond d'alléger sa dette aussi. Mais c'est un accord politique ce soir ou pas? Accord. Hein. Moi je fais pas de politique dans le sens où on voit bien qu'il faut resserrer les liens au sein de l'Union européenne. Je fais pas de différence. Alors il y a les élections allemandes certes en toile de fond, mais c'est de l'économie politique pour moi, voilà. Jean-Michel Six, de la politique économique ou de l'économie politique? Écoutez, les deux, je dirais que malgré tout, il faut quand même faire le constat d'un certain échec, il faut être réaliste. Je veux dire, là, on a une fois de plus des signes, quelques signes fragiles d'une reprise de l'économie grecque. C'est encore extrêmement fragile et ça part de très très profond. Un énorme trou dont ils essayent de sortir. Et par rapport à ça, on leur présente à nouveau une série de mesures à prendre qui, à l'évidence, vont compromettre cette reprise, comme ça a été le cas en 2015. Sur la retraite, justement, et la TVA dans les îles, oui. Je pense qu'il faut savoir que le programme d'aide qui a été accordé au cours des 10 dernières années à la Grèce est un des plus importants jamais accordés à un pays développé. Donc c'est un programme énorme qui a été débloqué pour aider les Grecs. Malgré tout, ils sont encore dans une récession profonde. Il y a à l'évidence une crise politique larvée. Tsipras n'a pas d'alternative crédible aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'ils sont encore au pouvoir. Vous avez de l'autre côté les créanciers du secteur officiel, c'est-à-dire le FMI et puis les banques centrales, etc., la Commission européenne, qui sont profondément divisés sur ce qu'il faut faire. Je crois que là, il y a quand même un constat. Alors effectivement, je suis d'accord, on va sans doute faire un nouvel accord, mais enfin, foncièrement, c'est vraiment un échec. L'échec. Un échec de tout quoi? le monde. À la fois l'échec des Grecs, bien entendu, ils ont quand même une part de responsabilité. Il faut pas non plus être trop. Perspective de croissance, je les rappelle, de 2,7% en 2017, 3,1% en 2018, multiplication par 3 du niveau de l'investissement, prévision d'excédent primaire de 3,7% en 2018. Il y a quand même des efforts qui ont été faits, ça marche? Je peux dire un mot là-dessus. C'est des chiffres positifs après des années de chiffres négatifs. Oui. Donc il y a du rattrapage dans ces chiffres. Oui. Ils sont à combien par rapport à ce qu'ils étaient en 2005? Ils sont à plus de 30% plus bas qu'en 2005. Il faut s'imaginer ce que c'est. Je veux dire, nous en France, on n'a pas d'excédent primaire de 3%. Alors effectivement, c'est la saignée au sens de Molière. C'est vraiment les médecins de Molière. C'est la dépense publique stricte. On coupe, et puis voilà. Emmanuel Le Chypre. Non, est-ce qu'il y a le feu à la maison euro, oui, à la zone euro, et que du coup, parce qu'on voit ce qui se passe en Allemagne où ça bouge, c'est pas si évident que ça pour Angela Merkel, on voit chez nous, est-ce que tout d'un coup on se dit qu'il y a le feu à la maison euro et donc il faut trouver un accord avec la Grèce? Non, mais c'est vrai qu'il y a des
il y a des injonctions contradictoires. On voit bien que la politique, effectivement, appellerait à un resserrement des rangs. Il y a eu le Brexit, mais d'un autre côté, il y a effectivement les élections allemandes. On voit bien que Madame Merkel commence à s'inquiéter parce que Martin Schulz réussit quand même à faire une belle percée. Donc, est-ce qu'elle doit défendre l'épargnant allemand? Tout ça sur fond de remonter quand même des taux d'intérêt. Et puis bon, il faut toujours, malheureusement, parce que c'est les Grecs resteront les Grecs, il faut toujours quand même faire de temps en temps une petite piqûre de rappel sur les réformes. Voilà, mais moi il me semble qu'effectivement on va arriver à un accord rapidement. Alors, je disais qu'il y avait un peu le feu à la Maison Euro, parce que c'est sûr que lorsqu'on regarde les programmes qui ont été un peu divulgués ces derniers temps, notamment hier avec Jean-Luc Mélenchon, donc j'avais la chance d'interviewer sur YouTube, donc avec son fameux marathon médiatique. Vous avez regardé, Christian de Boissieu, un peu J'ai pas regardé l'émission, mais j'ai vu le résumé dans la presse. Oui. Je vois à peu près de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a de quoi affoler Jean-Michel Six, par exemple, de Standard & Poor's? Avec la réponse, je peux Oui, pas non, répondre mais- pour lui. Moi, ce qui me frappe, c'est que le programme de Mélenchon, c'est un peu comme si on était en économie fermée. Oui, Totalement. exactement. C'est-à-dire, ça me fait penser à un certain nombre de pays, il y a 20 ou 30 ans, qui faisaient du Cuba, par développement exemple. auto-centré, je vais pas dire de nom pour ne pas être désagréable, mais faisaient du développement auto-centré. Du côté du Front National, je suis pas en train de dire Le Pen égale Mélenchon, Mélenchon égale Le Pen, mais du point de vue du programme économique, la sortie de l'euro, etc., comme si ça allait régler les problèmes de la France, c'est aussi un peu comme si on était tout seul et qu'on allait retrouver de la souveraineté nationale qu'on n'a pas eu depuis longtemps et qu'on n'aura pas en rétablissant comme ça par un coup de baguette magique un nouveau franc. Donc tout ça est quand même assez étonnant et voilà, je comprends bien que je vois bien que les écarts de taux d'intérêt sont en train de On va y revenir, bien se sûr, creuser, mais parce que tout ça est lié, c'est-à-dire Bien qu'il y a un bruit de fond, il y a une petite musique française aujourd'hui liée à la campagne présidentielle qui inquiète les marchés. Alors vous allez dire peut-être tant pis pour les marchés, mais enfin c'est quand même le contexte. C'est pas tant pis pour les emprunteurs, hein, parce que l'État et les autres. Il reste très emprunteurs- bas, les taux, quand même. Ça reste très bas, oui, ça mais reste enfin, à 1%. attendez, quoi, un d'accord. point, vous avez vu les chiffres je demande du rapport Pébro, Oui. un point de hausse des taux d'intérêt en plus, ça fait la première année 2 milliards de charges d'intérêt de la dette en plus, et puis dans le temps ça fait beaucoup plus. Donc on est dans ce contexte-là qui va à mon avis durer jusqu'aux élections, jusqu'au deuxième tour. Jean-Michel Six, est-ce que vous tirez les signaux d'alarme et vous, Non, je suis d'accord. D'abord, il faut rester calme. Les taux français ont légèrement augmenté. J'ai regardé avant de partir 0,4 points de base, 40 points de base supplémentaires sur un an. C'est 0,4% pour parler français. C'est pas non plus la mort du petit cheval. De ce point de vue-là, ça reste quand même tout à fait soutenable pour des raisons qui sont également liées à la BCE, à la présence de la BCE, etc. Mais enfin, bon, il faut reconnaître que bon. Ce qui me frappe, moi, dans les programmes que vous évoquez, c'est qu'ils ont un caractère religieux qui est vraiment fondé sur cette idée que la hausse de la dépense publique est génératrice de croissance, d'emploi et donc de bien-être. Si c'était si simple et si vrai, on aujourd'hui, on appartiendrait aurait tous une à croissance. cette église. Cette église aurait énormément Surtout, c'est en ce moment, de pratiquants. Vu le niveau de dépenses publiques, ça serait formidable, la situation économique en Alors, France. Oui. c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'interrogation fondamentale sur le fait que la France, parmi les pays d'Europe, pour prendre des comparaisons valables, dans l'Union européenne, est un de ceux qui ont le plus de dépenses publiques en pourcentage de sa richesse nationale, du PIB, et malgré tout a eu depuis 10 ans l'une des plus faibles croissances annuelles en moyenne, ça doit interroger les croyants. Alors j'ai posé la question à Jean-Luc Mélenchon hier, justement. Je lui ai dit exactement ce que vous venez de dire. Et alors il m'a répondu, oui, mais c'est parce que la manière dont est dépensé l'argent n'est pas bien dépensé. Oui, sauf que si on regarde les dépenses d'investissement, la France est aussi le pays d'Europe qui dépense le plus. C'est-à-dire qu'on dépense 5 points de PIB d'investissement chaque année dans la dépense publique. Or, les autres pays, c'est à peu près 4 points de PIB en moyenne. Donc, on fait aussi, nous, déjà, la France,
de l'investissement public plus que les autres, on fait de la dépense publique au sens large plus que les autres, on fait de la redistribution et de la prestation sociale plus que les autres, et on a, rappelons-le quand même, 2 fois plus de chômage que la plupart de nos grands voisins. Donc effectivement, ça interpelle. Attends, Jean-Michel Six, finissez votre phrase, après Christian Boissieu. Donc moi, ce que je souhaite voir dans cette campagne électorale, dans cette campagne présidentielle qui commence, j'espère qu'il y aura un vrai débat sur les fondements de cette religion, c'est-à-dire sur le fait qu'effectivement la dépense publique n'est ni en soi ni un péché ni une bénédiction. Ça dépend effectivement comment on l'utilise, mais il est clair qu'au plus elle augmente, au plus ça limite les marges de manœuvre pour la suite. Ça c'est un constat purement arithmétique. Et s'il peut y avoir un débat là-dessus, c'est pas encore évident, mais on peut espérer qu'il y ait un vrai débat sur ces questions-là, en prenant comme référence d'autres pays d'Europe, des cas historiques, etc., y compris ce que nous avons fait depuis 15 ans, 20 ans. Là, on aura une campagne qui sera effectivement très intéressante. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, les marchés dont on parle toujours, la finance, etc., l'ennemi, sont pas spécialement. Il y a une petite inquiétude, mais c'est pas encore non plus catastrophique. Par contre, on attend quand même un vrai débat de fond. Moi, je pense, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel Six, mais je pense que nous n'aurons pas ce débat. D'abord, il reste pas tellement, parce qu'il reste pas tellement de temps pour l'avoir. Excusez-moi de le dire. Il nous reste quand même je ne vois pas qui va ouvrir ce débat. Monsieur Fillon, qui avait commencé à ouvrir le débat, est en position délicate, chacun le sait, et donc c'est pas évident qu'il puisse rouvrir le débat. Enfin, il l'avait ouvert, mais tout ça pour dire qu'il allait enfoncer les critères de Maastricht, même s'il est revenu un tout petit peu à la marge. Je suis pas en train de prendre parti pour tel ou tel candidat, j'essaye d'interpréter ce qui se passe. Bon, c'est pas Mélenchon qui va ouvrir le débat puisqu'il il le ferme dans l'autre sens. Non, parce qu'en même temps, à la suite, contredire, puisque là c'est un peu de l'économie circulaire, l'économie fermée, comme vous avez dit. À la fin, lui, il dit, en fait, ça va réduire la dette publique de la France au bout de son quinquennat. Non, mais c'est parce que c'est l'idée que plus de dépenses, ça ferait plus de croissance, et plus de croissance, ça ferait moins de déficit. Oui. Reagan avait eu la même idée en 1980, simplement, il a couru pendant des années après la réduction du déficit. Quand vous êtes dans cette séquence-là, qui se veut keynésienne, qui l'est d'ailleurs pas totalement, mais peu importe l'étiquette qu'on met sur le pot de confiture, moi je pense qu'on n'aura pas ce débat, et je le regrette, parce que c'est effectivement un débat sur le niveau des dépenses, c'est un débat sur la structure des dépenses publiques, c'est un débat sur la fiscalité, parce que les deux sont liés. Il est clair que si on veut réduire certains impôts, il faut réduire en même temps les dépenses dans un contexte où on peut pas laisser trop filer les déficits publics. Donc je termine en disant que moi j'ai regardé le rapport Pébro, que je trouve très intéressant, qui ouvre aussi un débat de la part de par exemple l'Institut d'entreprise qui prône la baisse de la dépense. Alors, je le dis pour nos auditeurs, M. Pébro qui devait être avec nous puis qui finalement a décidé de ne pas venir. Vous avez dû leur faire part. Je pense que nous avons le débat, c'est aussi est-ce que nous disposons des méthodes pour analyser, mesurer l'efficacité des dépenses publiques. C'est une question sur laquelle j'avais travaillé à propos des dépenses de défense, mais ça concerne tous les secteurs. Et là, il y a le problème politique qu'on vient d'évoquer, mais je pense aussi qu'il n'y a pas que la question politique. On manque de biscuits. Mais Christian, la France est un pays qui n'évalue pas, donc. Oui, mais c'est justement le problème que je suis en train de poser. Et puis votre débat, vous ne l'aurez pas pour une seule raison, c'est que il y a un seul candidat finalement qui a une politique à l'horizon du quinquennat raisonnable sur les finances publiques, c'est François Fillon. Tous les autres. Mais elle est pas raisonnable, puisque justement. Non, mais sur les 2 premières années. Oui. Mais après, globalement, il a un impact sur les finances publiques très positif. Emmanuel Macron, mais le programme de Mélenchon, effectivement, nous, on a fait tourner notre modèle économétrique. Alors c'est assez simple. Hein. Sur les 5 ans, le programme de Mélenchon, c'est assez simple à retenir. Compte tenu des dépenses massives qu'il fait, effectivement, ça fait plus de croissance. Oui. Sur le quinquennat, ça fait 5 points de croissance de plus que par rapport à la trajectoire naturelle. Simplement, vous faites exploser les déficits publics de 5 points de PIB de plus par rapport à ce qu'aurait été l'économie française sans Mélenchon. Vous creusez nos déficits commerciaux de façon absolument spectaculaire, puisque vous avez plus de demandes et vous avez un choc d'offres absolument négatif sur notre économie, puisque vous augmentez le coût du travail avec la hausse du SMIC, vous réduisez le temps de travail, etc. C'est l'implosion de la zone euro. Donc c'est la politique de 81 au carré ou au cube. Oui, quand il n'y avait pas l'euro. Et à l'époque, on pouvait dévaluer. Il n'y avait pas l'euro, il y avait le système. Voilà. Et pour finir, ça fait quand même 2 points de taux de chômage en plus, parce que quand vous augmentez le coût du travail à ce point-là, donc en gros, le programme Mélenchon, c'est 600 000 chômeurs à peu près de plus à la fin. Il n'est pas d'accord avec vous. Oui. Il va dire, moi je fais tourner mon
mon modèle. Oui, mais comme le dit son modèle. Oui, mais sauf que comme le dit très bien Christian, le problème de Mélenchon, c'est qu'il fait abstraction du monde extérieur. On est en économie. Il considère que tout ce qu'on achète, c'est fait en France et ça fait travailler les Français, alors que malheureusement. Ce qui est d'ailleurs la philosophie de Trump. C'est là où il faut bien voir que cette Église dont je parlais, elle est très large et très ouverte, elle est très écuménique, et beaucoup de paroissiens très différents peuvent y appartenir, parce que Donald Trump veut effectivement le même type de programme, à savoir n'avoir de compte à rendre à personne en dehors des États-Unis, en dehors du monde, sur le reste du monde, avoir en même temps des dépenses d'infrastructures, etc. Il veut viser 4% de croissance aux États-Unis. Donc, et ça, c'est grâce aux dépenses, à plus de dépenses publiques. Donc, vous avez toujours c'est la foi. Moi, ce qui me frappe, c'est que Trump, il fait Roosevelt, TVA 1932-33, la Tennessee Valley Authority, relance massive des dépenses publiques, hausse du déficit budgétaire américain, hausse des taux d'intérêt. Il est un peu contradictoire. Hausse du dollar, probablement. Sauf que Roosevelt l'avait fait quand il n'y avait pas de croissance, qu'on était en récession. Alors que là, Trump le fait, alors que l'économie américaine est plutôt à plein pot. Ah ouais, et quasiment en bout de cycle. Donc c'est totalement contre-cyclique. Là, je voudrais passer peut-être en 1950, si ça vous embête pas. Non, mais si je vous dis ça plus sérieusement, c'est Thomas Piketty hier que j'interviewais de BFM Politique, qui en l'occurrence, lui, est le soutien pour l'Europe, les questions européennes de Benoît Hamon. Il propose un moratoire sur les dettes, notamment sur la dette française, la dette allemande, sur les dettes européennes, en disant voilà, c'est ce qu'on a fait en 1950. Alors, je ne sais pas si, parce que vous savez, il veut changer en plus la gouvernance de la zone euro. On s'en souvient bien, Parlement. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? C'est ça que je voulais dire. Moi, je lui ai opposé en disant mais on n'est pas au lendemain de la guerre mondiale. On sort pas d'une guerre mondiale. Voilà. Mais est-ce que la question d'un moratoire, est-ce que c'est faisable ou pas? Jean-Michel Sic, qu'est-ce qui se lance? Jean-Michel, Christian Botteux. Moi, je veux dire, tout est faisable, techniquement. Non, mais est-ce que c'est réalisé? Est-ce que pour vous, sans la réponse, vous allez dire, attendez, c'est terminé la zone euro, je vous mets, voilà. Non, il y a un moratoire dans lequel vous dites, vous abandonnez un certain nombre de dettes, vous dites ça c'est un défaut, Jean-Michel. Là, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un défaut. Hein, c'est-à-dire vous remboursez pas une partie de votre dette. Non, là c'est un moratoire. C'est un moratoire sur toute ou partie de la dette. Vous avez d'autres idées qui ont été évoquées dans le passé qui sont différentes. C'est pour ça que là, ça c'est une idée vraiment extrême. Mais par exemple, une mutualisation de la dette, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. C'est quand même aussi l'idée. Il y a une réponse peut-être européenne aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser, effectivement. Mais c'est la mutualisation, c'est-à-dire qu'on met en commun un certain nombre de choses. Je me souviens ici même d'avoir discuté avec Monsieur Breton sur les propositions qu'il faisait de mutualiser la défense et des choses comme ça. Là, il y a des propositions intéressantes. Non, mais le moratoire, c'est purement et simplement un défaut au niveau européen au lieu qu'il soit au niveau national. Bon. C'est un défaut, c'est une manière de gagner du temps. Hein. Oui, ça peut être aussi un réchelonnement. C'est ce que je disais à propos de la dette grecque. Moi, je pense qu'on est depuis des années dans ce contexte où on gagne du temps et repousser dans le temps, renouveler la dette à des taux d'intérêt différents, etc. C'est une manière de gagner du temps. Bon, ça règle pas tous les problèmes. Je pense que dans le passé, c'était souvent l'inflation qui réglait les problèmes de surendettement. On n'est plus tout à fait dans ce contexte-là, en tout cas dans les pays européens, où certes l'inflation remonte un peu, mais pas au point d'alléger la dette des emprunteurs, donc il ne faut pas compter là-dessus, il faut compter sur d'autres solutions, et sur la mutualisation, ça veut dire, c'est d'une certaine façon rouvrir le débat sur les fameux eurobonds, dont personne ne veut, en tout cas, dont les Allemands ne veulent pas. Les Français, Monsieur Hollande, quand il est arrivé, première visite à Madame Merkel en 2012, il lui vend les eurobonds, elle lui a refilé la patate chaude aussi vite. Emmanuel Lechy, pour vous, la Piketty, il a... Ah bah non, mais le moratoire, effectivement, non, mais Jean-Michel, qui est orfèvre en la matière, le dit, c'est un défaut. Après, ce serait encore une belle occasion d'essayer de consolider l'Europe avec une solidarité au niveau des finances publiques qui aujourd'hui n'existe pas du tout, et dont tout le monde dit et tout le monde sait qu'on a besoin aujourd'hui de façon impérative. Mais elle pourrait être, juste un mot, elle pourrait être partielle. Et dans les projets d'eurobonds, absolument, il y avait la dette bleue, dette rouge, de Jacques Delplat, du collègue Delplat, il y avait une partie qui était mutualisée, l'autre partie qui restait nationale, justement pour éviter des comportements pervers, d'aubaine, oui.
Ce rapport Pébro, donc fait pour l'Institut de l'entreprise, en l'occurrence, qui 11 ans après le rapport qu'il avait fait, on voit bien que la dette française a explosé, les 100% du PIB. Alors maintenant, tiens, Mélenchon disait, oui, mais ça dépend ce qu'on met dans le 100%, donc ça veut rien dire. Bon, bref, il reste 2000 milliards quand même d'euros à faire. Est-ce que c'est un vrai frein, effectivement? Est-ce que ça limite les marges de manœuvre de la France? Christian de Boissieu. Moi, je pense que ça va limiter parce que la remontée des taux d'intérêt, à mon sens, n'est pas finie. Donc les charges d'intérêt qui représentent 15% des dépenses du budget de l'État, qui représentent aussi un pourcentage important des budgets locaux, ne pas oublier les budgets des collectivités locales qui sont également endettées. Tout ça, ça va réduire les marges de manœuvre. La remontée des taux d'intérêt avec un stock de dette aussi élevé, ça veut dire que les mesures restrictives sur les autres dépenses vont devoir être d'autant plus fortes que le poste charge d'intérêt va probablement augmenter. Donc moi, je pense qu'on est dans le... J'ai jamais cru que l'histoire des 90% limite de Reinhardt et Rogoff était la Bible. Pas de faire un cours d'économie. Non, mais c'est pas la loi et prophète, c'est pas un problème de seuil. Mais il y a quand même des plages à partir du moment où il y a un problème de non-soutenabilité de la dette, où la dette alimente la dette à travers les charges d'intérêt. Et j'ai peur qu'on soit à nouveau entré là-dedans. Et est-ce qu'on est là-dedans, Jean-Michel Six? On en est proche. Vous demandez, on y sera quand on est... Je crois pas qu'il y a un chiffre magique, ça je suis d'accord. On approche de 100%, c'est effectivement le signal simplement que la trajectoire de la dette s'est infléchie, la pente est moins pentue. Oui, comme dirait Jean-Pierre Raffarin, c'est pas facile de faire des raffarinades, attention. Mais parfois on y arrive, mais pour autant elle a continué d'augmenter. Donc dans une période de taux très bas. Donc on peut se demander si les gouvernements, il n'y a pas que la France, ont vraiment utilisé cette période exceptionnelle, dont on se souviendra, cette période où la BCE a réussi à imposer à toute l'Europe, à toute la zone euro, des taux extrêmement bas pendant très longtemps. Et de façon pérenne, stable. Malgré tout, on en a peu profité en termes de réforme. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça, dans un contexte de faible croissance démographique, la France encore a une croissance démographique, ce qui est déjà pas mal, mais c'est quand même faible, en plus, bien entendu, elle ralentit. Il y a un vieillissement de la population, etc. Dans ce cadre-là, dans lequel la croissance n'est pas un donné, si vous voulez. Il faut la générer, il faut la susciter. Parce que justement, les facteurs fondamentaux ne sont pas forcément présents. Eh bien, ce niveau de dette est effectivement un handicap, c'est un obstacle. Et ça réduit nos marges de manœuvre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. C'est pour ça que ce débat dont on parlait tout à l'heure est quelque part indispensable. Débat indispensable, en même temps le débat sur le programme économique, il y en a peu, Emmanuel Le Chypre. Vous y attelez, nous on essaie, mais j'ai envie de dire, c'est pas la question fondamentale de cette campagne présidentielle. Pour le moment, non. Après, on attend quand même, il nous manque quand même un programme important. Oui, celui d'Emmanuel Macron. Voilà, fin de semaine. On va avoir des éléments, et après, effectivement, on verra se dessiner ce qui sont sans doute deux types d'options différentes, c'est-à-dire une option allant vers plus de flexibilité et restant assez ouverte sur le monde extérieur, et puis une option de repli national qui est l'option Mélenchon-Le Pen. Christian de Boissieu, je suis d'accord avec préoccupe, oui. Oui, ça me préoccupe beaucoup parce que, je veux dire, d'abord tout est possible. Et ça c'est assez préoccupant. Deuxièmement, nous sommes, contrairement à ce que disent certains, en économie ouverte, et il y a les élections aux Pays-Bas, il y a les élections françaises, il y a les élections allemandes. L'année 2017 va être quand même riche en élections et donc en incertitudes. Et donc, dans le contexte qu'évoquait Jean-Michel avec Trump en toile de fond de tout ça, moi je suis inquiet par la montée du protectionnisme, je suis inquiet par l'absence de coopération en Europe, ou les limites de la coopération, malgré la BCE qui fait ce qu'elle peut, mais elle peut pas faire plus, la Banque Centrale Européenne. Non, ça c'est sûr. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Jean-Michel Six de Standard & Poor's, bien sûr, Christian de Boissieu, service économiste, Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Tout de suite, les décodeurs de l'écho avec Fabrice Lundy. Nous, on se retrouve demain, on parlera de l'économie du cinéma avec le président de l'Académie des Césars, le producteur Alain Terzian. Ça nous changera un peu. À demain.